Dernièrement, j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort et ma foi, dans l'ensemble, ce fut une expérience plutôt agréable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, oui, sera un point lecture. Et n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ce type de vidéo, je l'ai déjà dit et je le répète, pour moi, ça doit rester vraiment le cœur et le principe même de base d'une chaîne Booktube. Alors non, je ne renoncerai pas à mes points lecture parce que si je ne peux pas partager mes avis livresques et échanger avec vous à propos de ces romans, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'ouvrir une chaîne de ce type. Soit, nous allons donc partir sur un point lecture qui sera un petit peu spécifique parce qu'il est vrai qu'au quotidien, lorsque je choisis mes lectures, j'ai plutôt tendance à aller, sûrement par habitude et facilité, vers des auteurs, hommes ou femmes, que j'ai déjà lus. Alors je pense qu'il y a deux grandes raisons à ça. Tout d'abord, c'est que je sais à quoi m'attendre et je sais dans quoi je m'embarque puisque j'ai déjà lu ces auteurs. Et en plus de ça, à chaque fois, je me dis, eh bien, ça me permet d'avancer un petit peu dans la découverte de la bibliographie de l'auteur en question. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance un peu à prioriser ce genre de titre. Mais je ne sais pas quelle mouche m'a piqué dernièrement. J'ai une envie soudaine, comme ça, de me lancer dans de nouvelles aventures et de me mettre comme objectif de ne lire, en tout cas pour un temps, que des auteurs que je n'avais encore jamais lus. C'est donc bien sûr ce que j'ai fait et ce qui donne lieu à ce point lecture. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler d'auteurs, hommes ou femmes, que je n'avais encore jamais lus jusque-là. Et si pour certains ce fut, je l'avoue, une petite déception, je dois reconnaître que dans l'ensemble, ça m'a surtout permis de faire de très belles découvertes, de découvrir des plumes que je ne connaissais pas et que j'ai très envie d'approfondir par la suite. Du coup, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Alors un peu facilement, je vais débuter ce point lecture par le titre qui, dans l'ensemble, m'aura, je pense, le moins plu de toute cette sélection. Et pour ça, je vais donc vous parler du titre « Ma chérie » de Laurence Perrin aux éditions Pocket. J'avais beaucoup entendu parler de Laurence Perrin, d'ailleurs j'en entends encore régulièrement parler. C'est une auteure qui en général plaît pas mal. Par conséquent, forcément, j'avais moi aussi envie de me faire mon opinion sur le sujet et lorsque je suis tombée sur ce titre d'elle qui n'était pas très long, je me suis dit que ça flairait bon la potentielle découverte. Alors dans cette histoire, nous allons donc suivre ma chérie qui s'appelle en réalité Gloria, qui est une femme qui a grandi au fin fond de la Floride, qui a longtemps été d'ailleurs moquée par ses camarades de classe. Elle était appelée Miss Bigleuse. Bref, toujours est-il qu'une fois la puberté passée, eh bien notre jeune fille un peu disgracieuse est devenue une belle plante et qu'elle a un peu pris sa revanche, entre guillemets. Elle est devenue Miss Floride, elle s'est barrée à Miami et depuis elle vit la grande vie avec d'autres playmates et autres femmes qui se font gentiment entretenir par des mecs pétés de thunes. Alors voilà, Gloria vit la belle vie, elle se fait entretenir, elle ne fait rien de ses journées à part aller discuter avec ses copines autour d'un cocktail. Apparemment, elle, ça lui suffit. Malheureusement, un jour, le type qui l'entretient et dont elle est follement amoureuse va se retrouver dans l'incapacité justement de continuer à l'entretenir et Gloria va devoir un petit peu remettre en question, je dirais, son style de vie et faire un peu machine arrière. Alors comme je l'ai dit, j'ai très souvent entendu parler de cet auteur, ce qui fait que moi aussi j'avais envie de la découvrir et je dois reconnaître que pour une première découverte, ou plutôt un premier essai avec elle, ce fut un essai plutôt en demi-teinte. Voire, oserais-je le dire, ce ne fut pas une grande réussite. Ah oui, à un moment, appelons un chat un chat. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire, tout simplement. Voilà, suivre la vie oisive et sans âme de ma chérie et de ses copines qui sont toutes des femmes d'hommes riches ne m'a tout simplement absolument pas intéressée. Non pas que j'ai une aversion totale pour les romans qui traitent, je dirais, de la couche aisée de la population américaine, mais c'est vrai que dans le genre, je préfère largement le point de vue et en tout cas l'angle d'attaque par exemple de Bret Easton Ellis qui pour moi présente beaucoup plus de cynisme, beaucoup plus d'intérêt et qui est franchement beaucoup moins lisse
que ce que j'ai pu lire ici. Dans ce titre, très rapidement, je n'en pouvais plus des pleurnicheries de ma chérie qui, par la force des choses, découvre au malheur qu'il existe effectivement un monde en dehors de ces soirées mondaines et des cancans autour d'un cocktail au bord de la plage de Miami. Dès le départ, ce personnage m'a semblé extrêmement creux et je me fichais éperdument de ce qui pouvait lui arriver. Et le problème, c'est que même dans la suite du roman, alors qu'elle subit une petite transformation, en tout cas remise en question, et bien même là, je n'ai réussi à développer aucun attachement et aucune empathie pour elle. De plus, je me suis sincèrement ennuyée durant une bonne partie de ce roman. Je lisais sans entrain, sans grand intérêt, et pourtant c'est un roman très court, je l'avais aussi choisi pour ça en étant persuadée que j'allais vraiment le dégommer extrêmement rapidement, et finalement je pense que je l'ai traîné sur pas loin d'une semaine. Alors on sent très clairement que l'auteur aime manier les mots et qu'elle est appliquée, mais au-delà du fait que pour moi son style manquait de fluidité et de naturel, j'ai surtout vraiment ressenti le fait que, en tout cas pour moi, sa plume manquait tout simplement d'âme. En fait, j'ai eu l'impression d'une bonne élève qui veut bien faire, mais qui en même temps à aucun moment ne s'implique réellement. Le style se veut parfois plus léger, plus décontracté, avec même certains traits d'humour, mais il n'y avait rien à faire. Malgré ça, je n'arrivais pas à me laisser porter naturellement par son écriture. Heureusement, les 50 dernières pages sont arrivées et pour ma part, je trouve qu'elle rattrape vraiment en grosse partie tout le reste de l'histoire et ce sont ces 50 dernières pages qui ont fait que personnellement ça n'aura pas été non plus une déception totale. C'est d'ailleurs dans ces 50 dernières pages que l'on va voir émerger des thématiques que j'ai trouvées pour le coup importantes et intéressantes, comme bien sûr celle du racisme et de la ségrégation dans les années 50-60 aux États-Unis, parce que je ne sais plus si je l'ai précisé, mais effectivement cette histoire se déroule durant les années 50-60 aux États-Unis. J'ai aimé par contre le fait que l'auteur mêle à cette histoire certains personnages et ou événements historiques. C'est un procédé que j'ai déjà rencontré mais que personnellement j'apprécie en général. On y retrouve par exemple ici Martin Luther King, Rosa Parks ou encore l'assassinat de Kennedy, et je trouve que ça a permis de donner un peu plus de corps et de résonance à son histoire. On retrouve également dans ce roman d'autres thématiques importantes et intéressantes, l'une en rapport avec Gloria que je vous laisserai découvrir parce que je trouve que ça fait vraiment partie de la découverte du roman, et l'autre en rapport avec la guerre de Corée. Le problème, c'est que ces thématiques ne sont finalement qu'effleurées et c'est bien dommage parce que je suis persuadée que si elles avaient été beaucoup plus creusées, mises en avant, elles auraient servi d'histoire, elles auraient permis de donner beaucoup plus de corps, de donner une autre dimension tout simplement à ce roman et pour le coup un vrai intérêt qui personnellement moi m'aura manqué. De façon globale, je déplore mon manque d'attachement aux différents personnages parce que si finalement Gloria était la seule qui me tapait vraiment sur le système, je n'ai pour autant pas non plus développé d'empathie pour les autres personnages, bien que la plupart traînent leur propre casserole et fêlure. Pour ma part, ce titre restera donc une petite déception car il y avait de bonnes thématiques de fond et des personnages qui, s'ils avaient été beaucoup plus creusés, auraient pu vraiment être très intéressants. Malheureusement, je ressors de cette lecture en étant persuadée que dans quelques jours, il ne m'en restera absolument rien et aussi, je dois le reconnaître, avec un petit goût de gâchis. Je tenterai néanmoins d'autres romans de Laurence Perrin parce que malgré tout, on sent son amour de l'écriture et je me dis qu'avec peut-être une autre histoire et un personnage principal moins antipathique, je pourrais peut-être apprécier tout à fait ce qu'elle propose. Un petit flop donc pour ma part, je dois reconnaître que comme porte d'entrée pour découvrir un nouvel auteur, on a fait mieux, mais je m'arrête rarement sur un seul titre d'un auteur, je l'ai déjà dit. En général, il faut au moins que je lise 3, peut-être des fois 4 titres pour me faire une vraie opinion sur une plume d'un auteur. C'est donc pourquoi je tenterai
d'autres romans de Laurence Perrin en croisant juste les doigts pour que le prochain sache m'emballer beaucoup plus. Concernant le roman suivant, là encore, j'ai l'impression qu'avec cet auteur, je passe 15 ans après tout le monde et j'ai l'impression d'en avoir entendu beaucoup parler dernièrement, mais bon, que voulez-vous, mieux vaut tard que jamais, et j'ai donc enfin lu et découvert Une bête au paradis de Cécile Coulon aux éditions Le Livre de Poche. Alors au niveau du pitch de l'histoire, je vais vraiment vous tracer les grands traits parce que je trouve que ce n'est pas vraiment un type de roman qui se raconte, ou en tout cas dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va y suivre principalement Blanche et Gabriel, qui sont deux enfants qui au début de ce récit viennent de perdre tragiquement leurs parents dans un accident de voiture. Ils vont donc être recueillis par leur grand-mère qui vit dans une ferme au fin fond de la campagne, une ferme qui est appelée Le Paradis, d'où le rapport avec ce titre. Et l'on va donc suivre pendant plusieurs dizaines d'années la vie en collectivité, parfois un peu forcée, entre donc cette grand-mère Émilienne, ses deux petits-enfants, et également Louis, qui est un autre jeune homme qu'Émilienne va un moment recueillir dans cette ferme, avec d'autres personnes qui vont graviter autour, mais finalement, tout au long de ce roman, on en revient à chaque fois à cette ferme au paradis et à ce microcosme de personnages. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai le découvrir parce que ce roman est là encore plutôt court et que je trouve que la beauté de la lecture se cache aussi parfois justement dans cette beauté de la découverte. Comme je l'ai donc dit, c'est un titre qui avait fait grand bruit lors de sa sortie et comme c'est souvent le cas dans ce type de cas de figure, je préfère en général attendre que l'élan médiatique autour d'un roman soit un petit peu retombé pour le découvrir. Et si je ne regrette pas d'avoir attendu avant de lire ce livre, je suis néanmoins très heureuse d'avoir enfin sauté le pas, car pour ma part, ce fut une très bonne lecture. Le souci avec ces romans dont je n'ai l'impression de n'entendre que de bonnes éloges, c'est que malheureusement, bien souvent, j'en ressors avec de plus ou moins grosses déceptions. Et je dois vous avouer que c'est ce que j'ai cru qui allait arriver une fois de plus lorsque j'ai débuté ma lecture de Une bête au paradis. En effet, lorsque j'ai débuté ce roman, j'avais le sentiment que quelque chose clochait. J'avais cette impression que Cécile Coulon essayait peut-être de donner un style à son écriture et que cela manquait de naturel, que quelque chose clochait. Bref, soyons clairs, j'avais l'impression de lire du Franck Bouis sans âme. Et puis, assez rapidement, j'ai visualisé le paradis. J'ai visualisé ce petit coin de campagne. J'ai commencé à le ressentir et ce roman a commencé à me parler. Et là, c'est le moment où certains d'entre vous se disent que j'ai clairement un pet au casque. Ce qui n'est peut-être pas complètement faux. Je crois que tout simplement, j'aime ces romans qui parlent de la terre, qui parlent de la campagne, qui parlent de ces petites gens lambda qui sont attachés à leurs racines, qui vivent de grands malheurs en silence et qui ressentent sans forcément verbaliser les choses. C'est un roman qui repose vraiment sur ses personnages. En fait, l'auteur a mis en place une sorte de microcosme autour de 5-6 personnages et autour de ça, elle est venue y broder une histoire qui se repose presque exclusivement sur les liens qu'ils entretiennent, sur le passé, sur l'histoire familiale de chacun, sur les rêves et les attentes des uns et des autres. Ce n'est pas un roman dans lequel il se passe 1000 choses, bien qu'entre le début et la fin, je pense qu'une bonne douzaine d'années s'est écoulée. C'est vraiment un roman qui, comme j'aime assez souvent le dire, va au rythme de la vie. Qui plus est ici, une vie au fin fond de la campagne, assez lancinante et répétitive. Et pourtant, à aucun moment, je ne me suis ennuyée parce que, je pense, j'ai eu un profond attachement au personnage. Vous voyez, là, on est typiquement dans l'exemple inverse
de ce que j'ai pu ressentir avec Ma chérie de Laurence Perrin. Là, il se passe des trucs, mais comme je me fiche complètement des personnages, je me fais royalement chier. Et je suis bonne pour me biper lors du montage, alors qu'ici il ne se passe pas grand chose et pour autant j'ai dévoré ce roman. Et tout au long de l'histoire, mes sentiments n'ont cessé d'évoluer, là où certains personnages au début pouvaient complètement me laisser de marbre et qu'ils ont fini finalement par me toucher et m'attendrir, et à contrario, il y a aussi eu des personnages que j'aimais beaucoup et qui ont fini par me décevoir. J'ai trouvé chacun des protagonistes extrêmement humain, que ce soit d'ailleurs dans ses traits de caractère, ses défauts, ses réactions. Attention cependant, hein, je vous préviens tout de suite, Une bête au paradis est un roman assez dur qui appuie là où ça fait mal, qui va aller réveiller chez le lecteur des sentiments et des souvenirs pas toujours forcément très agréables, qui fait appel à la jalousie, à la nostalgie et au regret. Et en plus de ça, je voulais quand même signaler que certains passages sont assez choquants, ou en tout cas assez peu ragoûtants. C'est un roman qui, comme le laisse bien sûr sous-entendre son titre, va également explorer, je dirais, la bestialité humaine, comment la vie et comment surtout les êtres humains sont capables de transformer certains de leurs congénères en bêtes. Finalement, Une bête au paradis est vraiment un roman court mais diablement efficace, que j'ai trouvé à la fois sombre et humaniste et que je ne suis pas prête d'oublier. L'écriture est ciselée, parfois poétique, mais elle sait aussi se montrer un peu crue par moments, ou en tout cas juste ce qu'il faut pour dépeindre une réalité humaine qui n'est jamais édulcorée dans ce titre. Je n'avais personnellement jamais lu de roman de Cécile Coulon, mais celui-ci m'a totalement convaincue et m'a bien sûr donné envie de découvrir d'autres titres de l'auteur. Je dirais que pour moi, c'est un roman qui se situe dans la même veine que La vraie vie d'Adèle Diononné et également tous les romans noirs ruraux écrits par Franck Bouis. C'est vraiment un roman qui semble faire l'économie des mots, tout comme ses personnages, mais qui pour autant semble aussi taper dans le mille à chaque chapitre. Mon seul regret aura peut-être juste été de ne pas rentrer tout de suite dans l'univers du paradis. J'avoue que j'aurais vraiment adoré que l'auteur arrive à me capter dès les premiers chapitres, là où je le reconnais, il m'a quand même fallu justement quelques chapitres pour me laisser happer. C'est donc un titre, vous l'aurez compris, que je ne peux que recommander à tous les lecteurs plutôt amateurs de romans noirs, d'autant plus si en plus de ça vous aimez l'univers de la ruralité, du travail difficile, de la simplicité des choses, mais aussi de l'entièreté des sentiments. Bref, pour moi, ce fut donc une très très bonne lecture qui m'a vraiment donné envie de me plonger dans l'univers de cet auteur, de découvrir un petit peu plus sa plume qui, en tout cas ici, a carrément su me convaincre. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez lu d'autres titres de Cécile Coulon, vous l'aurez deviné, je suis preneuse de vos recommandations. Pour ce qui est du roman suivant, je suis sortie de mes habitudes en allant donc découvrir un auteur que je ne connaissais pas encore. Par contre, je me suis mis dans mes petits souliers par rapport au genre littéraire, puisqu'on va vraiment, pour le coup, revenir dans du thriller plutôt classique, puisque j'ai également lu dernièrement L'homme au murmure d'Alex North aux éditions Le Cercle Point. Et je ne sais pas si c'est le fait de tourner cette vidéo ou si c'est le fait que le soleil a enfin décidé de pointer le bout de son nez, mais là où il y a un quart d'heure je me pelais les fesses, bah maintenant je crève de chaud. Du coup, petit dépoilage en règle et je vous reprends juste après. Voilà, ça va beaucoup mieux. Alors, dans L'homme au murmure, on va donc pour le coup se situer en Angleterre, dans la petite ville de Fairbanks, où un jeune garçon vient d'être capturé. On le recherche, mais pour le moment on ne l'a pas retrouvé. Ça va faire aussi écho à une vieille affaire qui date d'une bonne vingtaine d'années, je crois, puisqu'il y a à peu près donc 20 ans, un homme enlevait et tuait de jeunes enfants en leur murmurant des choses à l'oreille, sauf que voilà, cet homme est depuis en prison, il n'en est pas sorti, et du coup on comprend
pas trop comment il peut y avoir autant de similitudes entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait à l'époque. Et en parallèle de ça, on va aussi suivre, je crois qu'il s'appelle Jack, un petit garçon qui vient d'emménager dans cette ville avec son père qui est écrivain. Et comme je suis déçue de ressortir assez mitigée de cette lecture parce que c'est vraiment un roman qui présentait de nombreux points hyper intéressants. Oui, mais... Alors personnellement, je n'ai pas eu de mal du tout à rentrer dans l'histoire. J'ai même plutôt très rapidement été complètement intriguée par cette histoire d'hommes qui murmurent aux oreilles des enfants avant de les enlever. Aucun rapport bien sûr avec un quelconque murmure aux oreilles des chevaux, parce que je suis persuadée que bon nombre d'entre vous viennent d'y penser. Franchement, dès le début, je me suis dit... Alex North a quand même bien su installer une ambiance pesante et angoissante, tout à fait en adéquation avec son histoire, et ça c'était juste hyper cool. Bien sûr, comme souvent dans ce type d'histoire, dans ce type de récit, on va se retrouver avec des chapitres qui vont alterner les points de vue, du coup on se retrouve aussi avec des chapitres parfois très nébuleux, mais c'est complètement voulu bien sûr pour ménager le suspense. Le problème, c'est que la fin est également restée assez nébuleuse sur de nombreux points, trop en tout cas, à mon goût, pour que je ressorte de cette lecture avec un sentiment de satisfaction et de réussite. Et c'est vraiment dommage parce que l'auteur avait vraiment su amener certaines petites révélations que je n'avais pas pu venir d'ailleurs, que j'ai trouvées ma foi vraiment intéressante et qui permettait de relancer l'histoire et d'apporter une autre dimension à son roman. Mais malgré tout, je ressors de cette lecture avec un sentiment de gros fouillis. Une bonne idée de départ, mais qui n'aurait peut-être pas été exploitée comme elle aurait dû. Alors là, je ne donne qu'un avis vraiment extrêmement personnel, je ne vais pas me permettre de juger de la pertinence ou non des choix de l'auteur, mais en tout cas, il ne reste pas moins que c'est ce que moi j'ai ressenti en tant que lectrice. À côté de ça, j'ai beaucoup aimé certaines thématiques abordées, comme celle par exemple de la relation père-fils que j'ai trouvé ici assez juste et assez originale, même si là encore je déplore le fait qu'il ne l'ait pas pour moi assez creusé, parce que je trouve que ça aurait vraiment permis d'enrichir complètement son histoire et son roman. J'ai beaucoup aimé par exemple le personnage de Tom, qui est donc ce père que l'on va suivre, qui est un père qui ne cesse de douter, bien qu'il soit toujours animé de bonnes intentions, mais c'est vrai que parfois on le sent complètement perdu et démuni face à son fils. Et puis j'ai surtout beaucoup aimé et me suis sentie extrêmement attachée au personnage de Jack, ce petit bonhomme rêveur, abîmé et extrêmement intelligent. Finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup aimé dans ce titre les personnages, que ce soit donc ce duo père-fils, mais aussi le duo de flics que l'on va suivre, et que pour le coup, c'est plus l'intrigue de fin et tout ce mystère autour des enlèvements d'enfants qui m'aura moins captivé et moins convaincu. Ce n'est pas complètement raté, hein, loin de là. Mais je suis persuadée qu'il y avait possibilité vraiment de faire beaucoup mieux et surtout de faire moins fouillis. Ceci dit, je n'oublie pas non plus que ce titre est le tout premier roman écrit par l'auteur. Et à ce niveau-là, donc, je trouve personnellement que pour un premier roman, c'est tout de même plutôt réussi, que la plume y est assez originale et assez efficace. Le rythme est juste ce qu'il faut, d'un peu lent par moment, et je ne doute absolument pas que l'auteur affûtera sa plume lors de l'écriture de son prochain roman. Ce qu'il a d'ailleurs déjà fait, parce que si je ne dis pas de bêtises, il a écrit une suite à cette histoire. C'est en tout cas ce que j'espère, parce que si effectivement c'est le cas, ça peut vraiment donner lieu à quelque chose d'extrêmement qualitatif. En résumé, je dirais que l'ambiance est maîtrisée, les personnages sont réussis, mais l'intrigue de fond aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus retravaillée et approfondie. Un thriller donc pas mauvais, mais qui malgré tout, je pense, ne me restera pas très longtemps en mémoire. Néanmoins, comme je l'ai dit, je découvrirai d'autres romans d'Alex North afin de voir si sa plume a évolué et de voir tout simplement ce qu'il peut avoir d'autre à proposer. En résumé donc,
pas mauvais, mais pas totalement convaincant pour la grosse lectrice, en tout cas, de thriller que je suis. Bon, après, je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'il me semble avoir entendu que la suite n'était pas aussi qualitative. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de la lire, histoire de m'en faire ma propre opinion. Parce que parfois, je ne vais pas dire souvent, mais tout de même parfois, il arrive que mon avis ne soit pas tout à fait raccord avec ce que j'avais pu entendre. Et je terminerai donc ce point lecture, vous l'aurez compris, là encore avec le livre d'un auteur que je n'avais encore jamais lu jusque-là, puisque j'ai également lu Est-ce ainsi que les hommes jugent de Mathieu Ménégo, toujours aux éditions Le Cercle Point. Alors là encore, c'est un roman court, là encore, c'est un roman qu'il faut pitcher vraiment en quelques mots parce que c'est là aussi un titre qui doit être découvert en sachant le moins possible, je trouve. Disons que tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce roman, on va suivre le quotidien, la vie d'un homme tout à fait lambda qui vit pépère sa petite vie de famille avec sa femme et son fils, si j'ai bonne mémoire, et qui un matin va voir débarquer dans son salon une bande de flics qui va retourner sa baraque et qui va tout simplement l'accuser d'être responsable du meurtre d'un homme, d'un père de famille, en l'ayant renversé avec sa voiture. Et la vie de cet homme va bien sûr complètement basculer du jour au lendemain. Alors personnellement, j'ai très souvent entendu parler de Mathieu Ménégo comme étant un auteur qui a l'habitude d'écrire des livres chocs, des livres percutants. Alors ça y est, j'ai enfin passé le pas de moi-même découvrir cet auteur, et si une chose est certaine, c'est qu'effectivement ce roman bouscule pas mal. C'est un roman qui se lit d'une traite, pratiquement en apnée. L'auteur va à l'essentiel et sa plume semble intelligemment dépouillée pour ne livrer qu'une histoire courte mais poignante. On dévore littéralement ce récit parce que chaque page nous entraîne un peu plus dans cette descente aux enfers, et en tant que lecteur, on est vraiment avide de savoir jusqu'où cela va nous mener. Dès le départ, j'ai très vite accroché à l'histoire. En fait, Mathieu Ménégo semble avoir ce don de conteur de faits divers faussement simplistes. En finalement peu de pages, il campe non seulement les contours de son histoire, mais il arrive également à dresser des portraits de personnages très classiques et pourtant terriblement humains et réalistes, auxquels du coup, en tant que lecteur, il est très facile de s'identifier et de s'attacher. J'ai été personnellement très intéressée par les thématiques abordées dans ce roman, qui sont donc la justice française, la présomption d'innocence et également le tribunal populaire. C'est aussi un roman qui met en évidence la difficulté de la justice d'être totalement impartiale, puisqu'elle est rendue par des êtres humains, que les enquêtes également sont menées par des êtres humains qui par définition ne sont pas infaillibles, qui peuvent bien sûr se laisser guider et submerger par leurs faiblesses, par leurs sentiments. Et puis j'ai aussi aimé que l'auteur mette en exergue le fait que les gens, et de plus en plus d'ailleurs, se permettent bien souvent de juger des affaires, on va dire, absolument sans ne rien savoir sur le sujet, et alors que rien ne leur est demandé. Un tribunal populaire qui peut être complètement dévastateur et qui en plus de ça, de nos jours, est encore plus exacerbé avec les réseaux sociaux. Le rôle des médias traditionnels est également abordé dans ce roman, et ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur y présente des situations réalistes, mais sans jamais véritablement donner son propre point de vue, ou en tout cas sans jamais prendre parti, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, le fait qu'il ait su rester comme ça, tout dans la nuance. C'est vraiment quelque chose que personnellement j'aime retrouver, tout particulièrement d'ailleurs dans ce type de récit qui se veut très réaliste et très immersif. Ce livre, finalement, c'est presque une expérience, parce que véritablement, je trouve que l'on plonge dans les baskets de cet homme on ne peut plus ordinaire qui va voir sa vie
complètement basculé en très peu de temps. Après, j'avoue que j'aurais peut-être un petit regret quant à la fin que j'ai trouvé peut-être un peu rapide et dans laquelle il m'aura manqué un petit quelque chose. Je n'arrive toujours pas à identifier exactement ce que ça aurait pu être, mais c'est vrai que j'ai terminé cette lecture avec un petit goût de déception, avec cette impression de oui mais malgré tout ça reste néanmoins une lecture prenante et poignante dont je suis persuadée je vais me souvenir pendant un bon moment et qui bien sûr en plus de ça m'a énormément donné envie de découvrir d'autres titres de l'auteur, ce que par conséquent je ne manquerai pas de faire lorsque je tomberai sur l'un de ces titres en bouquinerie d'occasion. Désormais, Monsieur Ménégo, vous êtes en bonne place sur ma wishlist mentale. Un roman donc court mais percutant que je recommanderai sans souci. Voilà, comme vous l'avez vu, tenter de nouvelles choses, ça peut parfois se révéler être une très très bonne expérience. Alors bon, là pour le coup, toutes ces nouvelles expériences ne m'ont pas complètement emballée, n'empêche que j'étais tout de même vraiment heureuse de me lancer dans de nouveaux auteurs. Je trouve que ça a donné un petit vent de fraîcheur et un nouveau souffle dans mes habitudes en tant que lectrice. Et finalement, je me dis que de m'imposer entre guillemets ça de temps en temps, ça peut être une plutôt bonne chose. Je pense que je réitérerai l'expérience parce que je ne sais pas si vous avez des auteurs que vous n'avez jamais tentés et qui vous intriguent, qui vous font peut-être peur, mais qui malgré tout continuent à vous titiller. Mais moi pour ma part c'est clairement le cas. Je pense par exemple, l'une des premières qui me vient en tête là comme ça, c'est Jack Miller. J'ai l'un de ces titres qui me trotte depuis longtemps en tête, que j'ai dans ma pile à lire et je pense que je vais essayer de me le faire très rapidement. En tout cas, je me dis que peut-être potentiellement aujourd'hui, je vous ai moi-même fait découvrir des auteurs que vous ne connaissiez pas et que peut-être, cerise sur le gâteau, je vous ai donné envie d'ouvrir l'un de leurs romans. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, vous le savez, à me le dire en commentaire, histoire que l'on puisse papoter un petit peu à propos de tout ça. Bon après, si vous êtes trop timide et que vous voulez juste me faire un petit coucou, vous pouvez tout à fait laisser juste une emoji en commentaire, ce sera déjà très bien. Sur ce, et parce que pour faire des points lecture, il faut bien sûr avoir lu, et aussi parce qu'en ce moment j'ai une grosse envie de lecture. Je sais pas si c'est le fait que le temps de brin soit revenu, mais j'ai vraiment envie de me foutre sous un plaid, d'hiberner avec mes bouquins. Et je ne dis pas ça en mode youpi, l'automne est en train d'arriver. Je sais que de nombreux lecteurs et lectrices adorent cette période de l'année. Pour ma part, je pense que c'est l'une que je trouve les plus déprimantes, mais bon, on va faire avec. Je me remémore le fait qu'assez bientôt le Black November sera là et que ça mettra un petit peu de baume au cœur à mon petit cœur de lectrice. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'essaye de revenir au plus vite sur cette chaîne avec une nouvelle vidéo. Et bien sûr, jusque là, je vais vous souhaiter paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!